Tiens, t'as pas d'objet aujourd'hui? Non, aujourd'hui je le fais à la main. Tu pourras mettre un disclaimer, ce bruit-là dérange certaines personnes. Attention, cette synchro micro contient un bruit de tendon qui craque. Si ce genre de bruit vous dérange, baissez le volume. Dans ce format, on va parler science. Pour ce premier épisode, on a choisi un sujet assez méconnu qui génère beaucoup d'indignation et de protestation, pouvant parfois avoir des conséquences assez désastreuses. Vous allez comprendre. Mise en contexte. J'ai l'air triste. Fréquemment, sur les réseaux sociaux, on voit passer des pétitions lancées par des gens scandalisés par l'abattage d'arbres dans leur ville. Certains vont même jusqu'à faire des vidéos en dépit de leur ignorance sur le sujet, et ça peut aller jusqu'à des manifestations où les forces de l'ordre sont obligées d'intervenir. On a eu un exemple en février 2016, alors je sais, ça date, mais ça a été pas mal médiatisé, c'est pour ça que j'en parle. Avec l'arrestation musclée, disons, de Katia Lipovoy lors d'une manifestation à Beaulieu contre l'abattage de platanes. Alors, je vous arrête tout de suite, on n'est pas là pour parler de la responsabilité des manifestants ou des forces de l'ordre dans la violence de l'arrestation. D'une part, c'est pas le sujet, d'autre part, on n'est absolument pas compétent pour juger de ce genre de choses. Et quand on sait pas, on ferme sa gueule? Exactement. Par contre, on peut se demander pourquoi une municipalité abat des arbres qui ont l'air en bonne santé. Parce que c'est pas évident. Au programme, croissance des arbres, composition du bois. Bienvenue dans Vulga. Bienvenue. Alors, first thing first, comme disent les Espagnols, on ne parle pas ici de l'abattage dans le cadre de la sylviculture, c'est-à-dire la récolte d'arbres en forêt. On parle exclusivement de l'abattage d'arbres en ville. Cette précision étant apportée, je vous laisse au bon soin du professeur Brocken. Approche la caméra. Chapitre 1. Comment qu'on fait les arbres? Vous savez sans doute que quand on coupe un arbre, on peut voir les cernes, des anneaux concentriques correspondant à chaque année de croissance de l'arbre. Mais du coup, quand l'arbre pousse, comment ça se passe? On peut représenter un arbre comme un cône. C'est exagéré, mais c'est pour expliquer, m'emmerdez pas. Vu qu'en hiver, la croissance des plantes s'arrête, on va commencer au printemps. Parenthèse. Contrairement aux idées reçues, c'est pas la température qui permet aux plantes de savoir dans quelle saison elles se trouvent, c'est l'ensoleillement. C'est pour ça que même s'il se mettait à faire 30 en hiver à cause du réchauffement climatique, les plantes perdraient toujours leurs feuilles. Et c'est aussi pour ça que les plantes qui passent l'hiver sous un éclairage public ne perdent pas leurs feuilles, parce qu'elles ne se rendent pas compte qu'on est en hiver. Ça peut paraître surprenant, mais les plantes poussent vers l'intérieur. Je vous explique. Au printemps, la petite zone située entre le bois du cerne de l'année précédente et l'écorce, qu'on appelle le cambium, se met à produire des cellules de bois. Elle se pousse elle-même si vous voulez. Et ça, jusqu'à l'hiver. En hiver, elle s'arrête. Il y a différentes structures de croissance des bois, mais on en parlera dans une prochaine vidéo parce que ça ferait vraiment beaucoup trop pour une première vidéo d'introduction. Si on devait représenter ça avec un graphique, oulala, un graphique. En hiver, on l'a dit, il n'y a pas de croissance. Au printemps, la croissance recommence en grande pompe, elle continue en été, ralentit en automne, et de nouveau arrêtée en hiver. Facile. Ça c'est pour la croissance vue du dessus, mais si on regarde l'arbre de côté, à quoi ça ressemble? On reprend notre cône de tout à l'heure. En réalité, le bois pousse comme ça. Alors, je sais, c'est pas évident parce que on a tous vu des cartoons, et dans les cartoons, si on pose une maison sur un petit arbre et que l'arbre pousse extrêmement vite, la maison se déplace avec. En fait, on est induit en erreur parce que quand on voit un arbre en forêt, et sa version grande, disons, on a l'impression que les branches se sont déplacées vers le haut. En fait, non. Quand l'arbre pousse, il fait de nouvelles branches en haut, ces branches masquent le soleil aux branches du dessous, et donc, vu qu'elles ne sont plus rentables, l'arbre les laisse tomber.
C'est pour ça qu'en forêt, le sol est recouvert de branches. Ce ne sont pas des branches qui l'ont cassé sur l'arbre, ce sont des branches qui n'étaient plus rentables pour l'arbre, et donc il les a laissées tomber, tout simplement. D'ailleurs, si on posait un panneau sur un arbre, quand il est petit, eh bien le panneau ne bougerait absolument pas en termes de hauteur en grandissant. Il sera absorbé par le tronc et l'écorce qui poussera autour, mais en réalité, il ne monterait pas. Bon, tout ça c'est chouette, mais on a déjà expliqué plein de trucs, mais ça répond pas vraiment à la question qu'on posait tout à l'heure. Donc je pose un dernier truc et on passe à la partie 2. Tous les arbres ont un nombre de cernes vivants limité. En général, ça tourne entre 5 et 15 environ. Nous, pour l'exemple, on va prendre un arbre qui a 3 cernes vivants maximum. Donc, la première année, tout le tronc est vivant. La deuxième année aussi, la troisième année aussi. Et la quatrième année, qu'est-ce qui se passe? Alors, la quatrième année, l'arbre a formé ces 3 cernes vivants dont il a besoin pour être en bonne santé. Le cerne central n'est plus utile, donc il va le laisser mourir, volontairement. En réalité, le cerne central n'a intérêt que de structure du support, en quelque sorte. Ce ne serait pas rentable pour l'arbre d'entretenir un cerne dont il n'a pas besoin pour sa survie. Donc, il va simplement l'abandonner. Vous voyez ça comme une sorte de dévitalisation, si vous voulez. Dernier point. La partie extérieure vivante, on l'appelle l'aubier, et la partie intérieure morte, on l'appelle le duramen. Il y a une subtilité pour ce terme-là, mais on va en parler juste après. Chapitre 2. Les tanins, c'est pas que dans le vin. Les arbres, comme la majorité des êtres vivants, ont un système immunitaire. Sauf que dans les parties mortes, le système immunitaire est pas vaillant, on va dire. Ouais, il est mort. Mort. Donc pour pallier à ça, certains arbres ont développé une technique qu'on appelle les tanins. Les tanins sont des molécules colorées qui sont sécrétées par l'arbre dans le cerne mourant pour le protéger des attaques d'insectes et de champignons. Voyez ça comme une politique de la terre brûlée végétale, si vous voulez. Les bois ont tous leurs spécificités, mais on a assez naturellement 2 catégories pour les classer. D'un côté, les bois à aubier non différenciés, ou bois blancs. Ils ont un cœur non coloré, qui ne comporte pas de tanins, et donc ils sont de la même couleur que l'aubier sur toute leur surface. On va retrouver le sapin et le charme dans cette catégorie, par exemple. De l'autre côté, on a les bois à aubier différenciés, où le duramen est coloré. D'ailleurs, en réalité, on parle de duramen que dans le cas de ceux-là. On parle pas de duramen sur les bois blancs. On va retrouver dans cette catégorie le chêne et le châtaignier, par exemple. Parenthèse 2. Le retour. Tous les bois ont un aubier blanc crème. Il n'y a pas d'exception connue à ce jour. Pour exemple, ce tronc d'ébène. On peut voir qu'il n'est pas noir sur toute sa surface, que l'aubier à l'extérieur est couleur blanc crème, là où le cœur est noir comme on a l'habitude de le voir. D'ailleurs, retirer la partie blanc crème, ça s'appelle purger l'aubier. On le fait souvent en charpente parce que l'aubier n'est pas résistant aux attaques. Donc si vous entendez qu'une pièce a été mal purgée de son aubier, ça veut dire qu'on n'a pas retiré la totalité de la partie sensible aux attaques de champignons et d'insectes. Chapitre 3. À l'attaque. Maintenant, voyons ce qui se passe lors d'une attaque. Prenons 2 bois, un bois avec un aubier non différencié et un bois avec un aubier différencié. Et imaginons qu'ils subissent, je sais pas moi, l'impact avec une voiture conduite par quelqu'un qui sortait d'un bar. Mettons. Pour y voir plus clair, on va rayurer la partie morte de l'arbre à aubier non différencié, mais il reste toujours de la même couleur que l'aubier. Et on va représenter l'écorce en jaune. Pour ceux qui aiment se la péter en soirée, l'écorce, en biologie végétale, on appelle ça le subaire. Donc, la première chose que l'arbre va faire dans ce genre de cas, c'est reformer de l'écorce sur sa partie vivante qui, elle, est capable de réagir pour la protéger du monde extérieur. Pour ceux qui se demandent, en vrai, ça ressemble à ça. On voit la partie vivante qui a reformé de l'écorce sur sa partie exposée, et le cœur mort, lui, incapable de réagir, qui reste exposé à l'air libre. Et là, on a 2 cas possibles. Premièrement, on est dans le cas d'un arbre avec un aubier différencié. À ce moment-là, le cœur est protégé par les tanins, et les insectes et champignons vont avoir beaucoup de mal à ronger le cœur et à l'attaquer pour se nourrir. On en reparlera quand on parlera de la résistance des bois aux différents environnements, mais pour le chêne par exemple, la durée recommandée de contact au sol c'est environ 30 ans.
C'est-à-dire que pendant une trentaine d'années, il va garder sa résistance structurelle et il sera capable d'assurer son rôle de support sans trop de problèmes. Par contre, dans le cas d'un bois avec un aubier non différencié, le bois exposé n'est protégé que par l'écorce, et donc sur sa partie exposée, les insectes et les champignons vont pouvoir l'attaquer. Dans ce genre de conditions, la résistance d'un bois à aubier non différencié exposé aux insectes et aux champignons, c'est environ 2 ans. Donc après 2 ans, le bois se retrouve incapable d'assurer sa fonction structurelle et quelques années plus tard, il est intégralement rongé. Alors, sur un petit arbre, c'est pas problématique, parce que comme on l'a dit plus tôt, l'arbre n'a pas besoin de sa partie centrale, elle n'est pas nécessaire à sa survie. Mais elle a un intérêt structurel. Et plus l'arbre va grandir, plus sa masse va augmenter, et lorsqu'il aura atteint la masse critique, il va s'effondrer sous son propre poids. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'épaisseur de bois, vivant, reste toujours à peu près la même, sauf qu'à cause de la loi des échelles, si on a un arbre 2 fois plus grand, il sera 8 fois plus lourd. Et c'est l'heure de l'instant mat. Prenons un cube de côté 1, et calculons son volume. Donc ça fait 1 fois 1 fois 1, facile, 1. Facile. Mais si on prend un cube de côté 2, à ce moment-là, le volume c'est 2 fois 2 fois 2. Ce qui fait 8. Cet instant mat vous a été présenté par... personne. Parce qu'on n'a pas de sponsor. Donc vous comprenez bien qu'avec un cône de bois vivant d'une épaisseur constante et un poids qui augmente aussi vite, il va finir par casser. D'ailleurs au passage, si on représente une branche sur un arbre creux, la branche elle aussi sera creuse. Sauf que, au bout de la branche, pour le représenter comme ça, au bout de la branche, on a tout le poids des feuilles. Et donc, elle va finir par casser elle aussi. Avant le tronc, d'ailleurs, et elle va tomber simplement sur le sol, laissant une ouverture encore plus haut dans le tronc. Parenthèse 3. La vengeance du retour. C'est pour ça que quand on coupe une branche sur un arbre, on vient goudronner la surface qu'on a coupée, pour éviter que le cœur mort soit exposé aux attaques de champignons et d'insectes. On crée une sorte de seconde écorce en quelque sorte. Et encore une fois, pour ceux qui se demandent, quand on coupe une branche sans la goudronner, ça donne ça. On voit là bien distinctement la partie centrale qui n'a pas pu réagir à l'attaque de la tronçonneuse, en l'occurrence, et qui laisse donc son cœur exposé, et la partie vivante qui a reformé l'écorce sur l'anneau qui a été exposé. Chapitre final. La réponse. Normalement, vous devriez voir où on veut en venir. Prenons un arbre, à aubier non différencié, donc avec un cœur dépourvu de tanins. Cet arbre est situé dans une ville habitée par des gens du XVIIIe siècle qui portent des hautes formes et des chiens saucisses exagérément longs. Il y a quelques années, cet arbre a subi une attaque violente de taupe-garou géante qui a malheureusement exposé son cœur qui, rappelons-le, n'est pas protégé. Un champignon a trouvé le chemin vers le cœur de l'arbre, y a ouvert une taverne qui s'appelle la Samba di Funghi, et s'est buffé à volonté avec tous ses potes depuis des années. Eh bien, l'arbre est creux, en dépit du fait qu'il a l'air totalement bien portant à l'extérieur. Et c'est là tout le problème d'ailleurs. Quand on passe à côté, on n'a pas l'impression qu'il est creux. Et au fur et à mesure de sa vie, l'arbre va pousser, augmenter en masse, jusqu'à atteindre sa masse critique et casser. En espérant qu'il ne casse pas sur l'humain A ou le chien Gérard. Le problème c'est que dans les villes, on plante souvent des arbres à aubier non différenciés. On croise souvent des platanes, mais on peut trouver des érables ou des aulnes. Donc si n'importe quoi réussit à se frayer un chemin à travers l'écorce et la partie vivante, ils peuvent être rongés de l'intérieur sans rien laisser paraître à l'extérieur. J'invoque par exemple cet aulne. Alors, pour ceux qui voudraient aller le voir, il est situé ici. Eh bien, je suis prêt à vous parier mon âme que d'ici peu, on va l'abattre. Pourquoi ? À sa base, au niveau du sol, il y a un trou. L'avantage c'est que ce trou est assez grand pour y faire passer une caméra et un peu d'éclairage, donc je vais pouvoir vous montrer l'intérieur. Il est creux, sur 2 mètres environ.
Alors, je sais que quand on était petit, on a tous appris que les arbres pouvaient vivre plusieurs siècles, et je comprends que ça puisse en déranger certains qu'on coupe des arbres qui ont l'air en bonne santé. Mais mettons-nous bien d'accord, cet arbre, il va tomber de toute façon. Et quand il va casser, il va mourir, c'est comme ça. Alors posez-vous la question. Vous préférez qu'il tombe quand ça lui chante, potentiellement sur un piéton ou un bus stationné à l'arrêt juste à côté? Ou vous préférez qu'il tombe dans des conditions sécurisées, dans une zone dégagée qu'on aura préparée pour ça, en évitant bêtement qu'il coupe la ligne électrique qui passe juste au-dessus par exemple? À vous de voir. Je crois que tu as tué l'ambiance. Tu peux nous faire un résumé? Bien sûr. Oh, 14 minutes. Bah merde. Bon. Alors, pour résumer, tous les arbres finissent morts à l'intérieur. Certains arbres protègent leur cœur avec des tanins. Les autres, ce sont les bois blancs. Ceux-là peuvent être rongés par des champignons ou des insectes qui les rendent fragiles. En grandissant, ils cassent sous leur propre poids, les chiens saucisses sont libérés, raccourcissent et finissent en chiens knackyball. En raison de l'incompétence de Jean-Michel Cadrage, la conclusion vous sera présentée par une caméra à stigmate. PS. Les commentaires sont à votre disposition pour toute gratitude que vous souhaiteriez lui témoigner. Bisous. Voilà, ce premier épisode de Vulga est terminé. Alors je sais, il est assez dense, mais c'est pour poser les bases pour les épisodes suivants. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et sinon, insultez-nous. Ah, dernière chose, normalement on va sortir un petit vlog pour vous expliquer comment ça va se passer sur la chaîne jusqu'à Noël. Salut! C'est débile. C'est débile mais j'aime bien.